Madame, Messieurs, merci pour votre fidélité à notre magazine Question électorale. C'est votre magazine qui vous parle comme ça des élections. Vous le savez que nous sommes en République démocratique du Congo. La population congolaise a pris comme ça l'habitude d'élire ses dirigeants. Nous sommes là pour choisir nos dirigeants, choisir son président de la République, choisir ses députés nationaux tout comme provinciaux. Alors, on essaie d'analyser par rapport à ça parce que la CENI n'est jure que sur l'organisation des élections en décembre 2023. Est-ce que les conditions sont réunies pour organiser les élections en 2023 au Atansi? Est-ce que la sortie officielle de l'Union sacrée présage quelque chose de bon? On va essayer d'analyser avec mon invité. Il s'agit de monsieur Ben Brian, qui est activiste des droits de l'homme évoluant dans l'ENAF et il va intervenir aujourd'hui aussi comme analyste politique, c'est ça? Oui, bonjour Ben. Bonjour, merci de m'inviter. Comment vous allez? Je vais très bien, ça va, ça va. Toujours la jeunesse congolaise en avant? Oui, toujours la jeunesse, parce que vous savez, on a mis fin au fait à cette rhétorique qui disait toujours que la jeunesse c'est l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes dans la rhétorique selon laquelle la jeunesse c'est même le présent. La jeunesse c'est le moment, la jeunesse c'est ce que nous sommes actuellement, mais c'est ce que nous serons aussi demain. Et donc, c'est en même temps le présent de ce pays, c'est en même temps le futur. C'est pour ça que nous voulons que la jeunesse, qui représente un nombre important de la population congolaise, c'est pour ça donc que nous voulons que la jeunesse occupe la place de choix dans les institutions, dans la gestion quotidienne du pays. En fait, est-ce qu'il y a quand même des avancées par rapport à tout ce que vous faites comme démarche? Est-ce que la jeunesse a déjà occupé une place de choix dans notre société actuelle? Oui, en tout cas, il faut avouer qu'il y a une très grande évolution. Il y a une très grande évolution. Il faut simplement regarder les dernières années. Moi, je vais toujours sur l'exemple de cycles électoraux. C'est-à-dire que nous avons commencé avec notre premier cycle électoral, je vais dire les élections ouvertes. C'était en 2006. Et à l'époque, le plus jeune député en 2006 avait une trentaine. Il s'appelait Serge Amouli. Et le deuxième cycle électoral, nous sommes là en 2011. Le plus jeune député avait 29 ans. Il s'agissait de Patrick Mouyaya. Il avait 29 ans. Et au troisième cycle électoral, le plus jeune député avait 25 ans, c'est-à-dire l'âge le plus bas. Il s'agissait de Jackson Afingoto et de Madame Aminata Namassia. Les deux avaient simplement 25 ans. C'est dire qu'avec le temps, le peuple congolais a atteint la maturité de faire confiance aussi aux jeunes. Encore faut-il que ce soit de jeunes compétents. Maintenant, je vais sur l'exemple de toutes les dernières nominations du président Tshisekedi en ce qui concerne la petite territoriale. Ça veut dire le bourgmestre qui ont été nommés. On s'est rendu compte qu'il a nommé beaucoup de bourgmestres et de bourgmestres adjoints qui sont très très jeunes. On parle d'un certain qui aurait même 23 ans. C'est dire que nous sommes en train de prendre l'habitude de faire confiance à la jeunesse parce que nous nous rappelons que l'indépendance de ce pays est aussi le fruit d'un combat de jeunes, le combat de Patrice Emery Lumumba, qui n'était que très jeune lorsqu'il a commencé ce combat. Et donc la jeunesse effectivement est en train de reprendre sa place, la jeunesse est en train d'occuper le poste d'avant-plan. Mais comme je dis, j'insiste simplement en disant que la jeunesse n'est pas gage de compétence. Être jeune n'est pas un gage de compétence. Être jeune ne veut pas dire que vous avez toutes les connaissances. C'est pour ça que quelqu'un disait, il faut que jeunesse passe, il faut que jeunesse ne passe pas. Nous avons besoin de jeunes en âge, mais nous avons besoin des hommes qui sont en même temps matures et en même temps compétents. Et donc, je suis content de cette petite évolution. Vous mettez de côté l'expérience parce qu'on dit que la jeunesse n'a pas encore d'expérience. Après, madame, vous savez, nous avons pensé que le vieux, je dis ça comme ça, nous avons pensé que ceux qui sont plus âgés seraient donc plus expérimentés. Et malheureusement, nous nous sommes rendus compte que c'est bien faux. Vous savez pourquoi? Parce que le même tard, le même défaut que nous retrouverons, que nous étions censés retrouver auprès des jeunes, nous le retrouvons encore plus auprès de ceux qui sont plus âgés. Ça veut dire que nous avons toujours dénoncé dans notre pays ce qu'on appelle la transhumance politique. Quelqu'un qui hier était moboutiste, il s'est réveillé un bon matin, il est devenu kabiliste. Et à la veille des élections ou à l'aube des élections, il devient encore tshisekediste et même plus tshisekediste que ceux qui étaient tshisekedistes il y a 32 ans. Vous voyez, il y a un problème, il y a un véritable problème. Et cette transhumance redonne ou nous donne l'image simplement que certaines personnes n'ont vraiment pas encore atteint la maturité d'exercer ou d'être de politiciens, même en étant dans l'opposition. Ça pouvait rimer à un manque d'expérience, mais on se rend compte que le vieux l'applique beaucoup plus cette transhumance, et donc ça nous prouve que être vieux non plus n'est pas un gage d'expérience. Ok. Alors, puisque vous parlez de cette transhumance, on a vu ensemble avec vous la sortie officielle de l'Union sacrée. Vous êtes jeune, sûrement que vous étiez aussi présent
raison, parce que non, malheureusement, vous avez toujours eu l'habitude d'être témoin oculaire de manifestations. Ouais, de près ou de loin, vous avez quand même assisté à cette sorte officielle. Comment avez-vous apprécié cela? Parce qu'il y a de vieux qui étaient l'autre fois kabylistes, aujourd'hui ils sont devenus des tshisekédistes. Comment avez-vous apprécié cela? Alors, naturellement, de mon œil d'analyste politique, j'ai vraiment... alors, je n'ai pas été surpris, ça c'est la première des choses. Nous savons un peu comment ça fonctionne dans ce pays, mais nous nous sommes simplement rendus compte que nous sommes loin de sortir de l'auberge. C'est-à-dire que ces gens qui ont pris l'habitude de changer de casquette politique à tout vent, c'est-à-dire qu'au gré des vagues, ils changent de position politique. Ça, c'est leur problème. Nous militons pour qu'un jour, finalement, nous puissions mettre fin à cela, que ceux qui sont démocrates demeurent démocrates, que ceux qui sont républicains demeurent républicains, que ceux qui sont socialistes demeurent socialistes. Non, mais c'est ça. L'homme n'est pas censé non plus demeurer à vie, comme vous dites, mais il faut qu'il y ait une certaine constance. Et lorsqu'il y a un changement, il faut que le changement soit expliqué par des circonstances ou par des faits sociétaux. Il s'explique, non? C'est pas par la vision du chef de l'État, c'est par rapport aux actions. Il s'explique toujours. On a vu les actions, on est venu apporter notre main d'appui. C'est surtout par rapport au pouvoir. C'est surtout par rapport au pouvoir. J'ai lu un ancien cadre du FCC qui était d'ailleurs ministre et qui a été poussé à la démission. Je l'ai vu déclarer que actuellement, c'est le président Tshisekedi qui dirige et c'est pour ça que je le suivis. Donc, il y a des gens qui suivent le président Tshisekedi en fait, lui n'avait pas assez de raison. Voilà, ça c'est assez compliqué. Il a suivi les pouvoirs un point un trait. C'est tout le problème. Il ne veut pas être hypocrite. Non, il veut surtout pas être de l'autre côté de l'histoire. Il veut être du bon côté de l'histoire. On en reparlera peut-être, mais j'ai vu que le stade était plein. En ce qui concerne la mobilisation, oui, nous savons un peu qu'est-ce que représente l'UDPS dans cette ville de Kinshasa en termes de mobilisation. Nous avons aussi vu que ça commence à devenir une habitude. L'ACP de Gentilly Ngobila a rempli les stades de Martyrs. L'Union Sacrée, c'est plus de 300 partis politiques, naturellement. Les stades ne pouvaient que se remplir. De ce point de vue-là, je ne trouve rien à redire. J'ai aussi apprécié certains discours. Vous me permettrez de citer par exemple le VPM Jean-Pierre Bemba, le vice-premier ministre de la Défense, qui a dit effectivement qu'ils se sont mis d'accord ou qu'ils se sont mis ensemble au sein de l'Union Sacrée pour défendre mordicus l'intégrité du territoire congolais. Très bien. Et il a expliqué avec de faits qu'il y a certaines personnes qui comploteraient avec de pays étrangers, avec nos voisins, le voisin belliqueux, notamment le Rwanda, qui aurait certaines personnalités politiques qui se cacheraient derrière des intérêts égoïstes pour comploter avec le Rwanda. Et ça, je trouvais que c'était un discours assez fort parce qu'il a dit que lui, en tant que vice-premier ministre de la Défense, en tant qu'acteur politique important dans ce pays, il a dit qu'il n'acceptera pas et qu'il ne sera pas du côté de ceux qui verront ou de ceux qui céderont le Congo, qui céderont ne serait-ce qu'un centimètre de ce pays à nos voisins, qui qu'ils soient. Donc moi, j'étais content de voir qu'il y avait aussi dans ce meeting, il y avait aussi des discours forts comme celui-là. Et après, j'étais aussi content de la maturité du peuple congolais parce que avons-nous entendu que certaines personnes qui étaient présentes au stade ont crié, ont revendiqué pour parler de la situation de l'inflation, la situation du taux de dollar qui ne fait que... L'économie, vraiment, voilà, ils en ont parlé en disant dollar equita. Et le VP ministre de l'économie était obligé d'apporter une réaction ou d'apporter une réponse à ces questions. Et donc, je considère que ce genre d'exercice démocratique permet justement que le peuple congolais grandisse en maturité. Vous pensez que cette union sacrée, puisque vous avez apprécié certains discours, a un avenir politique? Parce que jadis, on a parlé de l'FCC. Aujourd'hui, c'est l'Union sacrée. Est-ce qu'après les élections de 2023, il y aura un avenir pour cette Union sacrée? Alors, je ne sais pas véritablement s'il y aura un avenir pour l'Union sacrée, mais je sais seulement que le président Tshisekedi devrait être, lui, avisé, plus que certains. Il devrait être avisé de l'attitude du comportement de politiciens congolais qui ne viennent en réalité vous prêter main forte seulement lorsque vous êtes au pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé avec le FCC. C'est un partage de gâteaux, là. C'est un partage de gâteaux, justement. Mais il n'y a pas très longtemps, nous avons vu le FCC, nous avons vu de membres aller à Kingakati signer d'ailleurs une fiche de fidélité. Et toutes ces personnes qui ont signé, juré fidélité à Joseph Kabila. Oui, par cette fidélité-là. Non, aujourd'hui, ils ont complètement tourné le dos. Totalement infidèles. Totalement infidèles. Ils ont complètement tourné le dos à celui qu'ils ont appelé ici l'autorité morale. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que vous réunissez des gens, que les gens vous prêtent allégeance, que les gens vous disent qu'ils vous seront fidèles jusqu'à la mort, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire du tout. Si vous n'avez pas la même idéologie, ces personnes vont vous quitter le matin venu. Et donc, je pense que
l'Union sacrée en tant que plateforme peut ne pas avoir d'avenir politique parce qu'en réalité, il faut qu'on se le dise, c'est aussi une plateforme de faits, c'est surtout une plateforme politique circonstancielle pour de faits électoraux surtout, pour de raisons électorales. Et donc, je me dis que cet avenir peut être hypothécaire, c'est un avenir assez précaire. Et c'est tout à fait normal. Mais par contre, je sais que cette union sacrée se consolide aussi autour d'un parti assez fort comme l'UDPS. C'est un parti, lui, qui a gravi les échelons, qui a vécu de moments assez difficiles de l'histoire collective de ce pays et de l'histoire propre de l'UDPS. Et donc, je me dis que l'union sacrée pourra disparaître, mais les leaderships, le charisme de l'UDPS, parce que c'est quand même le parti présidentiel, je me dis que ce leadership du parti au pouvoir, lui, restera comme l'ANC, par exemple, en Afrique du Sud, ou comme certains autres partis politiques. Bon, d'un côté, l'union sacrée s'y prépare, mais de l'autre côté, l'opposition ne traîne pas jusqu'à présent. Ils sont dans des critiques, dans des histoires semblables. Pensez-vous que en organisant les élections en 2023, en décembre 2023, ça sera un moment idéal pour qu'on ait de meilleurs candidats? Alors, je pense que les candidats, qui qu'ils soient, en tout cas de quel bord politique qu'ils soient, le candidat devrait déjà s'être préparé pour les élections en 2023. Parce que vous savez, c'est comme dit un ami à moi qui dit dans son livre, justement, Nos grandes causes communes, mon ami Simon Matamba, qui dit, lui, que le peuple congolais commence finalement à vivre au rythme des élections. C'est-à-dire qu'une fois que nous organisons une élection, le jour d'après, nous commençons à réfléchir à l'élection prochaine. Et nous vivons à ce rythme-là. Et donc, même si c'est quelque chose d'assez négatif pour le pays, justement, je me dis que le candidat, eux, devraient déjà savoir, justement, qu'il y aurait élection en 2023 et qu'ils devraient déjà se préparer. Malheureusement, nous avons aussi pris une mauvaise habitude d'aller toujours en colloque, d'aller toujours en concertation, en dialogue politique, en négociation, à chaque fois qu'on approche une élection importante, à chaque fois qu'on approche des échéances électorales, justement. Alors aujourd'hui, je pense que le candidat devrait être prêt parce que je vois beaucoup de candidats se déclarer de part et d'autre. L'Union sacrée, par exemple, ils sont clairs pour eux, leur candidat à la présidentielle, c'est le président en place, le président en exercice, M. Félix Tshisekedi. Et donc, pour certains, le parti d'ensemble pour la République, ils ont désigné leur candidat. J'ai vu le LGD, M. Matata s'est porté candidat. Je vois Martin Fayulu se porter candidat. Et nous voyons même qu'il s'organise justement. Pour soutenir Moïse Katumbi, oui. Peut-être, ou peut-être quelqu'un d'autre. On a vu qu'ils étaient en réunion à Lubumbashi. Ces derniers jours, ils sont à Kinshasa. On se rend compte que l'opposition est aussi en train peut-être de se préparer. Mais alors, l'opposition se prépare pour quoi exactement? Et ça, c'est ce qui me peine le plus. J'ai comme l'impression que l'opposition se prépare justement à être ou à demeurer cette force des contestations, cette force de critique, cette force de résistance. L'opposition n'est aujourd'hui, comme dirait quelqu'un, l'opposition aujourd'hui, ce n'est qu'une force de résistance et non une force de proposition. J'ai suivi avec beaucoup de peine le porte-parole de Moïse Katumbi, M. Olivier Kamitatou, qui est passé dans un média ici à la place. On lui a posé la question. Qu'est-ce qu'ils feraient ou qu'est-ce qu'ils feront s'ils arrivaient au pouvoir, par exemple? Et il a dit tout simplement qu'ils vont bien faire ce que les autres sont en train de faire, c'est-à-dire le projet, par exemple, de la mise aux enchères, je vais dire, la vente de blocs pétroliers et tout ça, ils vont refaire ceci, ils vont refaire cela. Et les journalistes ont insisté pour poser la question, mais en termes chiffrés, si Tshisekedi a atteint un budget de autant, vous atteindrez combien? Et il a dit tout bonnement qu'il n'a pas de plan, qu'ils ne peuvent pas en parler maintenant ou qu'ils sont incapables d'en parler maintenant. C'est ces mots. Il a dit avec de mots propres qu'il est incapable aujourd'hui de donner de chiffres sur ce qu'il pourrait faire. Ça me paraît assez irréfléchi, ça me paraît assez illogique et ça me laisse un peu pantois parce que je ne peux pas comprendre comment on fait l'opposition à quelqu'un sans pour autant proposer mieux, sans pour autant avoir une idée assez claire de ce que l'on va faire. Vous voyez, madame, c'est du haut toit de là que je m'y mette. Et pour ne rien faire. Pour ne rien faire. Je viens juste là pour m'asseoir. Hein. Et donc, c'est le changement pour le changement. C'est les élections pour les élections. C'est le pouvoir pour le pouvoir. Si les gens avaient véritablement conscience de combien nous coûtent les élections dans ce pays, vous vous rendrez compte qu'avec le budget pour les élections, nous pouvons construire environ 600 écoles dans ce pays par an. C'est-à-dire le budget que l'on met de côté pour les élections pourrait construire 600 écoles par an. Et je ne parle que des écoles, je ne parle pas encore de kilométrage de route, par exemple. Et donc, les gens devraient, ou les gens devront, ou doivent avoir conscience justement que les élections nous coûtent assez cher pour que ça soit pris aussi à la légère. Il faut que l'on arrête de prendre les élections simplement comme un
petit jeu de passe-passe et que si quelqu'un passait, moi j'attendrai mon tour et je viendrai pour ne rien proposer après. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous sommes en train de faire du surplace Oui. et ça c'est assez pénible. Moi ça me peine que nous soyons en train de faire du surplace. Aujourd'hui, 3 cycles électoraux plus tard, nous n'avons pas véritablement avancé à pas de géant, nous n'avons pas véritablement fait grand-chose. C'est pour ça que nous sommes la risée du monde. C'est pour ça que les gens ils se moquent de nous. C'est pour ça que lorsqu'on nous regarde à côté, on n'arrive pas à organiser notre armée, on n'arrive pas à rendre indépendante notre économie, on n'arrive pas justement à faire ce que le peuple congolais attend véritablement de ses électeurs. C'est parce que ceux qui gagnent les élections, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils commencent à réfléchir comment mettre tout le monde de son côté pour éviter qu'il y ait contestation ou pour éviter qu'il y ait une forte opposition. C'est-à-dire que la majorité, elle s'emploie à diminuer de plus en plus l'opposition. La majorité s'emploie à taper l'opposition de manière à ce que l'opposition devienne vraiment insignifiante. Et l'opposition, de son côté, travaille constamment pour détruire la majorité. Et donc, vous vous rendez compte que nous sommes dans une guerre. Et vous savez ce qu'on dit, quand 2 éléphants se battent, c'est l'herbe qui en souffre. Et donc, la population se voit prise en otage par des dirigeants qui se battent justement pour que l'un prenne le pouvoir après l'autre. La CENI a exprimé quelques contraintes quant à l'organisation des élections. Pensez-vous que les conditions sont réunies pour organiser les élections en décembre 2023 ? Vous savez, madame, la perfection est un idéal. Oui. Nous ne pouvons pas atteindre la perfection. Je vous le dis, j'étais très près, vous l'avez dit, j'étais très près des événements récents de ce pays. Ça veut dire, je suivis de très près les récents cycles électoraux. Je sais parfaitement bien que nous n'avons jamais été prêts. Avec CADISEC, avec toutes les organisations de la société civile, nous avons suivi les élections de 2018. Nous savions que nous n'étions pas prêts. Mais est-ce que nous pouvons véritablement être prêts dans un pays aux dimensions continentales comme la RDC? Non. Nous avons simplement des minimums à atteindre. Et nous avons des minimums que nous pouvons faire. Et les minimums, pour moi, il a été fait. Aujourd'hui, le peuple congolais... C'est quoi qui a été fait? L'enrôlement, par exemple. L'enrôlement, par exemple. J'étais passé sur votre plateau ici dans votre émission au moment de l'enrôlement. Nous avions évoqué toutes les difficultés qu'il y avait pour se faire enrôler. Mais vous vous êtes rendu compte qu'au bout du compte, on a enrôlé les électeurs. Tout ça, oui. Voilà, mais il y a au moins 4 provinces... qui n'ont pas subi cette opération d'enrôlement, d'identification. Ce n'est sur pas les 4 provinces, oui. Oui, ce n'est pas 4 provinces en tout. Ce n'est pas 4 provinces complètement. C'est-à-dire que c'est quelques territoires dans des provinces. Dans quelques provinces, voilà. Par exemple, les territoires qui sont en proie à la guerre, vous savez ce qui se passe avec notre voisin rwandais qui nous agresse, c'était pratiquement impossible d'enrôler les gens dans ce coin-là. Mais vous savez que le territoire de Beni, par exemple, on n'a pas voté en 2018. Oui, à cause du... Et vous voulez que cette histoire se répète encore en 2023? Non, je pense que ce sont des réalités qui s'imposent à nous. C'est-à-dire que la guerre de l'Est, par exemple, en ce moment, c'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose qui a été mis sur place par la CENI pour ne pas enrôler des électeurs. Voyez-vous? C'est comme lorsque nous avions eu la Covid ici, c'était une réalité qui s'est imposée à nous. Et nous, et je veux dire, les dirigeants, devront simplement prendre des mesures pour réduire au maximum l'impact de cette réalité qui se propose ou qui se met face à nous. C'est la même chose avec la guerre de l'Est, c'est la même chose en Ituri, et tous ces territoires auxquels vous faites allusion. C'est-à-dire qu'il y a de faits qui font que nous ne pouvons pas forcer la main, que voulez-vous. Que l'on amène le kit électoral là-bas, que l'on tue des agents, parce que vous savez, ce sont des rebelles. Ce ne sont même plus de rebelles, ce sont des terroristes finalement. Ces terroristes n'ont ni foi, ni loi, ils n'ont ni cœur, ils n'ont pas d'âme non plus. C'est-à-dire qu'ils vont tuer sans état d'âme, ils vont détruire sans état d'âme. Et donc, pour éviter ça, on considère que la partie représentative du Congo pourra aller aux élections. Ces territoires vont représenter à peine 5% de la population congolaise. Je ne dis pas ça pour les négliger ou pour dire que leur voix ne compte pas, mais je dis simplement que les réalités en face de nous font que nous ne pouvons pas enrôler le peuple congolais dans son ensemble. Mais par contre, il y a quelque chose de très important. La présidence, ça peut passer, mais les députés, beaucoup plus provinciaux, c'est ça aussi le problème. Mais vous savez, nous avons des antécédents, je veux dire, nous avons connu cette situation. Et donc, je me dis, comme nous avons connu la situation de Beni dans les très récents temps, je crois que la loi, comme on dit, le fait précède la loi devrait s'organiser pour combler ce vide-là. Peut-être que nous tiendrons une élection, je vais dire, dans le coin, dès que la situation le permettra. Moi, je ne trouve vraiment pas d'inconvénient à ce point-là. Et si cela changeait les résultats? Je ne pense pas que ça changerait les résultats de manière significative. Je ne pense pas que ça changerait les résultats de manière significative. Vous savez, cette année,
2023, si les élections se tiennent en 2023, nos compatriotes qui vivent à l'étranger, ça veut dire le Congolais de la diaspora, auront la chance et l'occasion de voter. Non seulement de voter, mais de se présenter aussi comme candidat, justement, parce qu'ils sont dans leurs droits. Vous vous rendez compte, ça c'est quelque chose d'assez nouveau, et je veux dire que c'est quelque chose qu'il faudrait saluer. C'est une amélioration dans notre système électoral. Il y a quand même une évolution. Et voilà, et donc il faut considérer ça comme un acquis, et il faut consolider ces acquis. Nous avions une maladie, j'en parlais, c'était le virus Ebola à Béni. On ne pouvait pas se permettre de faire voter les gens à Béni parce que la maladie se serait propagée, on aurait mis de vie en danger. Aujourd'hui, c'est le cas. Il y a des terroristes qui tuent encore pire que la maladie et nous ne pouvons pas mettre de vie en danger. Donc je pense que nous devons simplement tirer les conséquences de ces situations et nous devons nous dire que dans le prochain étapes, dans les prochaines échéances, je veux dire les échéances à venir, il faut tenir compte de tout ça. Et surtout, c'est une occasion, madame, pour rappeler aux autorités qui gouvernent aujourd'hui, qui nous ont fait la promesse, justement, de veiller à la sécurité du territoire congolais. Et cette situation peut faire que l'on sanctionne positivement ou négativement, que l'on sanctionne ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, parce qu'ils nous ont fait la promesse de sécuriser, de rétablir la paix à l'est du pays. Et donc, je pense que c'est une situation qui ferait que le peuple congolais puisse évaluer le pour et le contre. Parce que vous savez, on reproche par exemple à une partie de l'opposition de n'avoir pas dénoncé clairement le Rwanda. On pose la question, pourquoi vous faites comme la France? Pourquoi vous ne dites jamais clairement que le voisin rwandais nous agresse? Est-ce que vous avez quelque chose à cacher? Est-ce que vous êtes de poulain du Rwanda? Non, parce que l'ennemi est connu. L'ennemi est connu, tout le monde devrait en parler. Mais tout le monde devrait en parler. Vous avez suivi ses déclarations par rapport à nos terres. C'est ça aussi le problème. C'est tout le problème. Mais comme je vous dis, le président Kagame, il a de velléités expansionnistes. Il a un petit pays, il est complexé d'avoir ce petit pays. Il envie maintenant nos terres et il raconte que le Congo aurait de terres qui viennent du Rwanda. Alors que le royaume Congo a existé bien avant. Alors que avant l'indépendance, je veux dire, ce pays s'appelait Congo, Rwanda, Urundi. Ça veut dire que le pays, c'était le Congo et les Rwanda, Urundi, c'était de petits territoires annexés au Congo. Et donc, si lui, il a eu la souveraineté territoriale pour avoir un pays qui s'appelle Rwanda aujourd'hui, normalement, ce pays nous appartenait parce que c'était un territoire connexe à la République démocratique du Congo. Je pense que tout le monde a compris que c'était il a accusé la colonisation et les Belges n'ont rien dit, ils n'ont pas réagi. Non, la communauté internationale non plus. Je suppose qu'ils sont assez outillés et informés pour ne pas réagir à ce genre d'idiotie. Moi, je considère vraiment qu'ils sont des absurdités. On ne devrait pas réagir à ce genre d'absurdités. Même si je pense que le côté congolais, lui, par contre, nous, en RDC, nous devons nous organiser pour changer le contenu de notre cours d'histoire, par exemple. Il faut que l'on apprenne à nos enfants l'histoire véritable du Congo. Comme Lumumba nous a recommandé que l'on apprenne à nos enfants l'histoire glorieuse de ce pays. Et donc, il faut que l'on arrête d'apprendre les histoires ou l'histoire des autres, qu'on apprenne notre véritable histoire pour que nos enfants, les générations futures, se rendent compte qu'en réalité, le Congo ne doit rien au Rwanda. Mais s'il y a un pays qui devrait quelque chose, c'est plutôt le Rwanda qui doit les terres au Congo. Alors, puisqu'on parle des élections, comment appréciez-vous la loi sur la congolité? Alors, madame, je me permettrai d'apporter un rectificatif. Il n'existe pas de loi sur la congolité dans ce pays. La proposition de loi faite par Noël Tchani n'est pas une loi sur la congolité. Ce n'est pas une loi qui revient sur qui est congolais et qui ne l'est pas. La Constitution est assez claire sur qui est congolais. Toute personne née d'un parent congolais est congolais. Toute personne née sur le territoire congolais et qui a choisi, à l'âge de la maturité, qui a choisi de demeurer congolais est congolais. Toute personne par ordonnance présidentielle à qui on a octroyé la nationalité congolaise est congolais. Toute personne c'est-à-dire qu'il y a deux façons d'acquérir la nationalité congolaise. Par nature ou par acquisition. Alors, et cette proposition de loi, c'est déjà connu. La proposition de loi vient sur les verrouillages de certains postes clés, de postes clés comme la présidence, comme le ministère de la Défense, comme la présidente de l'Assemblée nationale, la présidence du Sénat par exemple. Et le professeur Noël Tchani Mwadamvita explique clairement les raisons qui l'ont motivé à prendre cette initiative. Les députés Ntingi Pouloulou qui portent la loi expliquent aussi que c'est pour mettre la République à l'abri justement d'un cœur divisé. Quelqu'un qui a un pied au Rwanda, madame, je vous donne un exemple. Je vais citer des noms, vous me le permettrez. L'ancien ambassadeur du Rwanda en RDC, M. Vincent Kariga, est né au Rwanda. Il est rwandais de père et de mère, mais il a passé le gros de son temps au Congo. Il a étudié au Congo. Il parle aussi bien que moi, le lingala et toutes les autres langues congolaises.
quelqu'un comme ça, madame, pourrait acquérir la nationalité congolaise et devenir président de ce pays, mais il aura toujours le cœur au Rwanda. Oui. Vous vous rendez compte que nous avons éduqué ce monsieur-là. C'est-à-dire qu'il a étudié dans nos écoles ici, il a étudié dans nos universités il connaît ici. bien notre culture. Il connaît notre culture, il connaît notre pays. Nous lui avons tout donné. Ça veut dire qu'il a mangé du pondu qui sort de nos terres. Il a mangé des fumbois qui sortent de nos terres. Ce monsieur a été nourri par la République démocratique du Congo. Mais son cœur est où? Son cœur est au Rwanda. Parce que c'est le pays de ses parents, parce qu'il a un sang rwandais. Et si nous acceptons que quelqu'un qui a des origines douteuses ou que quelqu'un qui a des origines, je veux dire, différentes, quelqu'un qui aurait un cœur, partagé entre le Rwanda et la RDC, qu'il prenne un jour la présidence de ce pays, que deviendra la République démocratique du Congo, madame? Nous avons 9 voisins directs. Nous sommes un pays semi-enclavé dans ce continent africain. Nous n'avons qu'une seule sortie sur la mer, madame, c'est à Mwanda, ou je vais dire dans le port de Banana. Nous sommes un pays riche, un scandale géologique, madame. Tout le monde nous envie, toute la grande puissance aimerait être le Congo. Ça sera vraiment imprudent. Ce serait imprudent de mettre à la tête de ce pays quelqu'un qui a un cœur ailleurs, quelqu'un qui a, je veux dire, des sentiments assez proches avec un autre pays. Si un sujet zambien, je prends cet exemple, si un sujet zambien, c'est-à-dire quelqu'un qui a des parents zambiens, par exemple, devenait président de ce pays et que la RDC entre en guerre avec la Zambie, qu'est-ce qui se passera-t-il? Il va prendre part de Il va de prendre son part pays, pour ce pays ou pour le pays pour de son ses pays. parents? D'abord sa nation. C'est toute la question. C'est toute la question. C'est simple C'est pour à ça que comprendre, Donald Trump disait America first. Donald Trump dit l'Amérique d'abord. Et nous ne voulons pas, en tout cas Noël Tchani, dans sa vision, il ne veut pas qu'il y ait des gens qui arrivent à des postes de responsabilité, des gens qui ne savent pas où se situer réellement. Alors, il y a eu des améliorations dans cette loi de Noël Tchani, qui n'est pas une loi sur la congolité, parce que ces personnes sont congolais. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de proches. Oui, il y en a par acquisition. Il est né sur le sol congolais, les Congolais. C'est vrai. Ouais, pas de père et de mère, mais les Congolais. Mais il est congolais. Il y a aussi des gens qui ont un parent congolais. Un parent congolais. Mais ces personnes, madame, qui ont parfois un parent congolais, lorsqu'ils vont à l'étranger, ils se reconnaissent plus étrangers que congolais. Et lorsqu'ils viennent au Congo, ils se considèrent comme en vacances. Ils disent, je vais en vacances dans le pays de ma mère. Mais quand il faudra maintenant postuler, je vais en vacances dans le pays de mon père. Et voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Nous sommes un pays, nous sommes une jeune démocratie pour commencer. Nous sommes un pays qui a encore des défaillances au niveau sécuritaire. Madame, si nous étions les États-Unis d'Amérique, ça serait autre chose. Parce que vous savez, il y a une loi similaire aux États-Unis d'Amérique. Vous ne pouvez pas devenir président des États-Unis d'Amérique si vous n'êtes pas né sur les territoires américains. Et eux, ils savent pourquoi. Parce que même dans la fiscalité américaine, c'est différent du système congolais. Et l'Amérique a un système. L'Amérique s'est construite pendant des années. Nous ne sommes pas encore construits au niveau des États-Unis d'Amérique ou au niveau de la France ou au niveau des autres pays. Notre système de défense n'est pas encore au point comme ces autres pays-là. Et puis notre système politique, madame, fait du président de la République le nombril du pays. Notre constitution, notre système électoral, notre culture fait du président de la République l'homme au centre de tout. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est obligé de tout faire. Non, il est obligé de tout faire, mais tout le monde dépend de lui. Tout le monde dépend de lui, tout le monde revient à lui. Et à la place, il fallait faire quoi? Je ne dis pas que c'est tout à fait mauvais. On en parlera peut-être. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, madame, mais la Grande-Bretagne est toujours un royaume. L'Angleterre est toujours un royaume. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'ils ont un roi qui n'a été voté par personne. Mais tout le monde, il y a succession, tout ça. Mais tout le monde lui prête allégeance. Après ce roi, c'est son fils. C'est son fils. Et puis son fils. Voilà. Et ça, c'est au 21e siècle. Si c'était comme ça en Afrique, comme au Maroc, par exemple, on vous dirait que ce n'est pas une démocratie. Alors que le système de royaume, ça marche en Espagne, ça marche en Belgique, ça marche un peu ailleurs aussi. Mais vous voyez qu'ils ont organisé le système de manière à ce que ce soit un système parlementaire. Parce que c'est lui qui gère au quotidien sur le Premier ministre, par exemple. Et dans notre pays, nous sommes pratiquement dans un régime semi-présidentiel. Et même le Parlement est à la solde du président de la République. Avec tout le pouvoir que le président de la République a entre ses mains, avec la baguette magique que possède le président de la République sur le plan politique, madame, il serait imprudent de confier ou de laisser ce poste à la portée de n'importe qui. Donc le premier venu pourrait avoir... Vous savez, il y a un procès en justice, madame, avec un député national qui a des origines douteuses, un député national qui a toujours le cœur dans son pays d'origine et qui fait toujours de son pays l'arrière-base de son projet. Que quelqu'un comme ça devienne président de ce pays, que quelqu'un comme ça devienne président du Sénat, madame. Parce que vous savez, si malheur arrive au président de la République,
S'il est Directement, frappé d'une président, inaptitude, oui, c'est le oui. président du Sénat qui Oui. va prendre la relève. Et que l'on ait un président du Sénat, madame, qui a le cœur partagé, c'est dangereux. Mhm. Je trouve que cette question, ce que vous appelez la loi sur la congolité, ce que moi j'appelle la loi sur le verrouillage de postes clés, Mhm. cette Vous trouvez que proposition, c'est important? je trouve qu'elle est Ouais, importante. ouais. Et par-dessus tout, je Mhm. trouve qu'on ne peut pas, madame, Mhm. interdire aux parlementaires congolais de faire leur travail. Ok. Laissons donc la République faire son travail, je veux dire, laissons le parlementaire faire leur travail. Et c'est normal, c'est une institution de la République. Si le parlementaire jugeait que cette question n'est pas importante en ce moment, on passerait à autre chose. Mhm. J'ai vu Madame Dejean aller tirer sur la fibre sensible de velléité ségrégationniste, de velléité tribale, de velléité séparatiste. Des gens dire, si on ne retire pas cette proposition de loi Tchani, telle province va se séparer du Congo. Mais qui a le monopole de quelle province, madame? Est-ce que les gens de X province sont plus congolais que les autres congolais, madame? Non, même pas. Il n'y a pas plus congolais que d'autres, madame. Et donc, il n'y a pas quelqu'un qui est visé. Il n'y a pas une seule province qui est visée par la proposition de loi de Noël Tchani. Il n'y a pas de discrimination après. De certains candidats, comme d'aucuns les pensent. Non. Donc, c'est juste pour raffermir et puis soutenir notre patrie. Hein. C'est tout le problème. Okay. Et je pense que ceux qui ont un avis contraire devraient simplement amener des éléments, des arguments. Et personne n'est plus congolais que l'autre. Personne ne peut faire peur à la République, madame. On ne menace pas la République. D'accord. Vous allez placer un mot par rapport à l'audit externe de la CENI? En tant que nationaliste, je me définis véritablement comme nationaliste. Oui. Je suis terriblement peiné de voir, surtout je veux en parler, on va citer les noms de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas une organisation qui est la bienvenue en République démocratique du Congo. Et pourquoi? Au vu de leur silence complice face à ce que nous impose le Rwanda. Un silence coupable. Oui, c'est un silence coupable. Okay. La secrétaire générale, ou je vais dire la secrétaire actuelle de l'OIF, est une Rwandaise, Madame Mushikiwabo. Et son pays impose une guerre injuste à la République démocratique du Congo. Et la communauté française, la communauté francophone dans le monde n'a pas osé lever le petit doigt. Au dernier conclave, le dernier sommet de Tunis, personne n'a osé condamner le Rwanda. Et encore faut-il mentionner que le Rwanda est un pays anglophone. Je ferme cette parenthèse. Maintenant, de quel droit l'OIF va nous imposer, nous, la République démocratique du Congo, un audit sur le fichier de la CENI? L'audit est prévu par la CENI et par nos lois. L'audit international, je veux dire l'audit indépendant, si vous voulez. Ça, c'est prévu par nos lois. Et dans le calendrier de la CENI que moi j'ai lu, madame, c'est prévu un moment d'audit. Mais là, vous faites un bon choix, oui. Oui, mais après, nous pouvons, nous, République démocratique du Congo, choisir un cabinet international pour auditer le fichier électoral. Oui, c'est simple. Nous pouvons choisir un cabinet indépendant pour auditer, madame. On a fait ça avec le programme Bukangalonzo. On a cherché un cabinet, j'oublie les noms, GIEY peut-être, qui a audité, madame. On peut faire appel à n'importe qui. On peut faire même appel au gouvernement angolais pour nous amener ses experts pour faire l'audit. Et il ne faut vraiment pas que nous, la République démocratique du Congo, 63 ans après l'indépendance, que l'on permette toujours à n'importe qui de venir nous dire ce qu'on a à faire, madame. Surtout que ça ne se passe pas mieux chez les autres. C'est ça aussi. Et donc, nous sommes un pays indépendant. Au bout d'un moment, je me rappelle de cette phrase assez forte que le président Tshisekedi a sortie assez courageusement devant Emmanuel Macron, pour dire qu'il ne faut pas toujours nous regarder avec un regard paternaliste, comme si vous savez toujours ce qui est mieux pour nous. Et quand on va en France, là-bas, c'est pas rose. Le président Macron est en train de passer en force sa réforme sur la retraite. Vous voyez les manifestations qu'il y a là-bas, il est passé en force. Personne ne lui fait des leçons de démocratie, madame. Pourquoi c'est mon RDC? Pourquoi la RDC? Tout le monde veut toujours avoir la même mise sur la République démocratique du Congo. C'est pour ça que j'en appelle. Il est temps de dire non. Heureusement qu'ENAF est là, vous allez conclure. Parfait. Oui, ENAF est là, vous allez dire votre mot de la fin. INAF, c'est un mouvement citoyen qui veut dire assez. INAF en anglais, c'est un mouvement de veille de conscience. Nous avons suffisamment milité pour éveiller les consciences de Congolaises et de Congolais. Et aujourd'hui, le combat continue encore. Certaines personnes, certains membres de INAF comme moi, nous allons peut-être quitter le champ d'activistes pro-démocratie parce que je rappelle, et je l'ai déjà dit plus d'une fois, que je me porte candidat aux élections, c'est pour contribuer à un autre niveau dans le combat de ce pays. Et donc, de ce point de vue-là, notre message est clair. C'est que, où que vous soyez, madame, que vous soyez journaliste, que vous soyez étudiant, que vous soyez fonctionnaire de l'État, que vous soyez président de la République, que vous soyez ministre, ce qu'il faut faire pour ce pays, c'est de se battre
constamment, chacun à ce qui le concerne, chacun au niveau où il est, se battre constamment pour que nous ne puissions jamais aliéner la liberté de ce pays, pour que jamais la souveraineté de ce pays ne puisse être cédée à qui que ce soit. Et que nous nous battons pour rester toujours forts, toujours indépendants, mais surtout que nous soyons disciplinés. Parce que, savez-vous, Georges Clemenceau, ancien Premier ministre français, disait toujours que la liberté, c'est le droit de se discipliner soi-même pour ne pas être discipliné par autrui. En tant que peuple congolais, nous resterons disciplinés, nous resterons soudés, nous resterons forts. Ainsi, personne n'aura de mots à nous dire parce que nous-mêmes, nous travaillerons pour le développement de ce pays. Merci beaucoup, Ben Brian, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est la jeunesse qui est en avant. Et vive la jeunesse de l'INEF, c'est ça? Vive la jeunesse de l'INEF, vive la jeunesse congolaise, vive la jeunesse de la République démocratique du Congo, où qu'elle se trouve, dans ce pays ou ailleurs. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Madame, messieurs, je recevais pour vous, monsieur Ben Brian. Vous êtes le coordonnateur de l'INEF, mais qui évolue maintenant en tant qu'analyste politique. Analyste politique, oui. Toujours pour l'intérêt de la nation. Toujours pour l'intérêt de la République. Voilà. Merci à l'équipe qui m'a accompagnée. Merci à toi, Esther Mayaya, la seule et l'unique caméra humaine. Merci beaucoup, papa Freddy le doyen. Merci à toi, Obed. On va se retrouver prochainement pour notre numéro. À très bientôt. Bye bye.